Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée à Henri Alban Fournier, dit Alain Fournier, l'auteur du chef-d'œuvre Le Grand Maulne, un roman qui sera lu pratiquement sur toute la planète. Alors nous sommes ici devant le monument dédié à la mémoire d'Alain Fournier et de ses 20 compagnons qui ont disparu en gros à 1 kilomètre de cette croix qui a été installée après-guerre dans les années 30. Il est bien évident qu'à l'issue des recherches effectuées par Michel Algrin, un grand passionné du Grand Maulne, il est bien évident que ce n'est pas ici vraiment qui ont été trouvés les corps tant recherchés depuis. Alain Fournier est mobilisé le 2 août 1914 en tant que lieutenant au 288e régiment d'infanterie stationné à Mirande et Auch. Il va embarquer à Auch le 12 septembre, bien sûr avec son régiment, pour arriver à Suippes dans la Marne, où il débarquera le 14 septembre. Une fois dans la Marne, son régiment va poursuivre donc sa route sur le secteur de Verdun, qu'il dépassera, car ils seront amenés à contrer l'avance allemande à Éton, pas loin d'Étain, où là, le 25 août, a lieu déjà les prémices de la bataille d'Étain. Et ce sera dans ce secteur, dès le 24 août, que le 288e régiment d'infanterie va connaître son baptême du feu. Suite à ça, vu l'effort invraisemblable allemand, les Français se retirent et le 288e régiment d'infanterie va se replier sur Maucourt-sur-Orne et Orne. Ensuite, il recevra la mission de descendre dans le sud, du côté des Paroches, à proximité de Saint-Miel. Puis, la bataille de la Marne commençant à se dérouler, ils referont mouvement vers le nord, du côté de Souilly, notamment à Ipécourt et à Auch, les 6 septembre, où ils participeront en second rideau à la bataille de la Marne. Puis, il y aura quelques jours de repos qui se passeront à Bérult-en-Verdunois, où là, un sous-lieutenant, Humbert, rejoindra le 288e RI le 15 septembre. Le 17 septembre, il va être employé dans le secteur d'Ermenonville pour justement participer à refouler les Allemands qui occupent Étain. Mais un contre-ordre arrive, car le 5e corps d'armée allemande commence son effort dès le 20 septembre sur les Hauts-de-Meuse. D'où la bataille qui commencera des Éparges et l'investissement de la ville de Saint-Miel. Alors, le général Saraï, pour dépêcher un maximum d'unités, va commander à la 67e division de réserve de se décaler et de porter toutes ces unités vers le sud par la tranchée de la Calonne. Le 288e entame alors un retrait d'Herméville jusqu'au fort du Roselier
où il arrivera le 21. Le 21 au matin, ils reçoivent l'ordre de venir sur les hauts de Meuse, sur les côtes de Meuse, dans la région de Mouilly, avec le 259e RI et le 283e RI qui forment la 134e brigade d'infanterie de réserve. Le régiment arrive au soir du 21 septembre à Mouilly et le chef de corps, le commandant Hiel, qui remplace le colonel Simoni, alors blessé déjà, donc commande à la 22e et à la 23e compagnie de se décaler et de venir sur Vaux-les-Palamés où nous sommes aujourd'hui. Et c'est là que la 22e et la 23e compagnie commandée par Alain Fournier, va passer sa dernière nuit dans ce village avant de se porter sur les bois de Saint-Rémy-la-Calonne. Alors le 22 septembre, comme je vous disais, lorsqu'ils reçoivent l'ordre de regagner les bois de Saint-Rémy-la-Calonne pour effectuer des patrouilles offensives, donc chercher le contact avec les Boches, comme ils disent à l'époque, ils empruntent donc ce chemin-là, qui longe un mouvement de terrain encaissé, en termes militaires ça s'appelle un talweg, jusqu'à un carrefour que nous verrons un peu plus loin. Et là, à ce carrefour-là, s'installera le capitaine Boubé de Gramont, installera son PC. Alors les deux compagnies, la 22e et la 23e, arrivent par ce chemin dit du fond de Cuny, et le capitaine Boubé de Gramont, à cette intersection avec d'autres chemins, décide donc non pas de faire une pause, mais de faire un arrêt stratégique, où il va donner maintenant ses ordres. Il donne les ordres suivants à ses deux officiers. Le lieutenant Marien, commandant la 22e compagnie, il lui donne l'ordre de poursuivre dans les taillis jusqu'à la tranchée de Calonne, distante environ de 400 à 500 mètres d'ici, afin de la franchir et de rechercher le renseignement sur la présence ennemie. Quant au lieutenant Fournier, lui intime l'ordre d'aller en direction de la côte des Bœufs, par les taillis également, afin de chercher le renseignement sur les bois de Saint-Rémy, en lisière de Dommartin-la-Montagne. Ces patrouilles vont se mettre en mouvement et la compagnie du lieutenant Marien va être accrochée vers 14 heures. Il va perdre une quinzaine d'hommes. Le lieutenant Fournier, lui, revient ici vers 15 heures et il indique au capitaine Boubé de Gramont qu'il n'a pas vu l'ombre d'un seul Allemand. Le capitaine Boubé de Gramont, déjà chagriné par la perte de 15 hommes, donc de la 22e compagnie, commence, disons, à être un peu colérique. C'est pas parce qu'on ne trouve pas les Allemands qu'il ne faut pas continuer à le chercher. Donc, Fournier, comme on peut dire, en prend pour son grade. Et avec cette compagnie, il va aller voir ce qui se passe du côté de la compagnie Marien, qui lui a envoyé une estafette pour lui rendre compte de l'accrochage. Avec la 23e compagnie, ils vont prendre ce Léon pour rejoindre la tranchée de la Calonne que l'on voit au bout, afin d'aller à la rencontre de la 22e compagnie du lieutenant Marien. Alors, tout moyen réuni, une fois que le capitaine Boubé de Gramont a retrouvé la compagnie Marien dans ce secteur, ils arrivent par ce chemin
Il est environ 16h30. Il y a des sentinelles du 259e RI qui les préviennent surtout de ne pas franchir l'axe, car de l'autre côté, c'est infesté d'Allemands. D'ailleurs, il y a une partie du régiment du 288e RI qui est d'ailleurs accrochée au-delà donc de cette petite forêt que nous avons devant nous. Il y a également à l'ouvrage, si je puis dire, le 106e régiment d'infanterie de Genevois, qui lui aussi se trouve dans le secteur. Le 54e RI également, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente émission. Vous voyez, il y a donc la 67e division de réserve qui est pratiquement engagée, tout dans le même secteur. Alors à 16h30, le capitaine Boubé de Gramont décide, malgré les avertissements des sentinelles, de franchir l'axe et de couper en deux donc ces unités. La 22e compagnie, il va l'envoyer un peu sur ma gauche, dans un chemin, et la 23e, il va l'envoyer ici, le chemin est encore visible, pour rejoindre la lisière est, donc, de bois de Saint-Rémy-la-Calonne. Alors le capitaine Boubé de Gramont prend en compte la 22e compagnie du lieutenant Marien, qu'il juge donc pratiquement, si je puis dire, inapte au commandement, vu son accrochage du début de l'après-midi, alors que finalement, après discussion, paraîtrait-il qu'il n'aurait pas envoyé d'éclaireur en avant de sa compagnie pour déceler la présence allemande. Alors, vous avez sur ma droite, en gros 150 mètres d'ici, en flanc-garde, le lieutenant Fournier et sa 23e compagnie, et ici, la 23e compagnie, sous les commandements de capitaine Boubé de Gramont, qui fonce vers la lisière plein est. Vers 17h, la 23e compagnie arrive dans ce secteur au débouché du chemin, suit ce fossé dit de limite, et ils vont être décelés par des sentinelles allemandes qui vont faire feu sur eux. Ayant une certaine supériorité à cet instant numérique, le capitaine Boubé de Gramont fait répliquer par des tirs, investit les taillis, débouche sur une lisière et commande un tir nourri sur les soldats allemands qui se trouvent à cet endroit où certains artilleurs allemands commencent à installer des batteries d'artillerie type Skoda du 305, probablement pour bombarder certains forts du secteur, je pense notamment encore au fort de Troyon. Et ici, où vous voyez l'emplacement donc de ce tas d'immondices, donc d'herbes ou de végétaux pourrissants, vous aviez un poste de secours. Attenant à ce poste de secours, une tranchée allemande qui était là en lisière. Le poste de secours est muni de ces insignes distinctifs avec la fameuse Croix-Rouge. Il y a des brancardiers, des infirmiers qui s'y affairent. Ils ont tous l'insigne distinctif réglementaire prévu par la Convention de Genève et celle de La Haye, muni du brassard de la Croix-Rouge. Seulement, d'après les témoignages français, qui seront dits un peu plus tard, certains personnels sanitaires avaient des fusils. Oui, finalement c'est vrai, ils avaient des fusils, mais ces fusils-là appartenaient à des blessés allemands, et pour ne pas les laisser sur le terrain, ils étaient chargés non seulement, bien sûr, d'amener les corps au poste de secours, mais de ne pas laisser les armes sur le terrain. C'est pour ça qu'il y avait certains avaient des bracelets de fusils, donc qu'ils amenaient au poste de secours également.
Alors, les coups de feu s'entendent assez loin. Vous avez Saint-Rémy-la-Calonne par ici dans le fond du Talweg et vous avez Dommartin-la-Montagne de l'autre côté. Les Allemands sont assaillis. Suite à cette ouverture du feu par la 22e, la 23e commandée par le lieutenant Fournier arrive par le même fossé de limite à la rescousse. Que fait-il? Pour l'instant, il ne voit pas dans les taillis qu'il s'agit d'un poste de secours. Ils commandent le feu également et ils font des prisonniers. Parmi ces prisonniers, il y a un blessé allemand sur une civière et des brancardiers qu'ils emmènent avec eux à la suite de la 23e compagnie qui continue son mouvement en direction du fossé de limite, juste de l'autre côté des sapins Godefroy qui commencent à partir de cette lisière jusqu'à la fin. Donc nous allons suivre maintenant la progression de ces deux compagnies donc, qui combattent et qui font face bien sûr aux Allemands qui viennent à la rescousse. Je pense à la 10e compagnie d'infanterie et la 4e compagnie d'infanterie commandée par le lieutenant Nicolai. La 10e compagnie, elle, est commandée par le capitaine Köpel. Alors, suite à cette attaque, il est bien évident que beaucoup de personnel sanitaire et de blessés ont été tués. Mais est-ce que c'est un acte délibéré ou un simple acte de combat suite à un décelage par une sentinelle allemande où le capitaine Boubet de Gramont ordonne le feu? Après ce premier combat, les deux compagnies à la queue leu-leu continuent leur avancée, toujours dans ces taillis que l'on nomme à cette époque les sapins Godefroy, du nom de son propriétaire, pour aller donc rechercher encore le renseignement de l'autre côté, en lisière de ce bois dit Godefroy. Pour vous commenter cette histoire particulière, on continue à progresser dans le fossé de limite qui est issu d'une loi de Napoléon pour séparer les bois privés des bois communaux. Ce fossé de limite, on en retrouve encore beaucoup dans nos forêts meusiennes. Et surtout pas, il ne faut pas les confondre avec des vestiges de tranchées. Car les sentiers, donc ces fossés de limite, sont munis également de bornes. Il est un peu plus de 17 heures quand Boubet de Gramont et la 23e et la 22e et 23e compagnie arrivent dans ce secteur en lisière des bois Godefroy. Vous avez ici, sur ma gauche, le bois Chéneau et derrière Dommartin-la-Montagne, où c'est truffé d'Allemands qui commencent à arriver et à ouvrir le feu. Et là, vous avez une ambulance munie des insignes réglementaires de la Croix-Rouge qui suit ce chemin pour aller vers le poste de secours. Et une scène effroyable va se dérouler car cette ambulance va faire les frais des tirs français où il n'y aura aucun rescapé, blessé, chevaux et même conducteur. Alors, par ces tirs nourris ennemis, Boubet de Gramont et ses deux unités replient le chemin, vont à nouveau vers le fossé de limite en direction de la Calonne pour essayer de se mettre à l'abri. Mais dans ces tirs, Boubet de Gramont, qui lui tire à tout va avec son revolver, Fournier, Humbert, et Marien tirent avec leurs hommes, mais ça ne suffit pas pour arrêter donc l'ennemi qui commence à envahir le secteur, non pas sur le côté sud-est, mais aussi sur le côté nord-est du bois Godefroy. Ils vont pratiquement être encerclés. Et c'est dans ces échanges de tirs que Boubet de Gramont est frappé à mort, suivi du lieutenant Humbert qui crie « Maman, oh maman !» et il s'affaisse sur le sol. Témoignage de l'adjudant Baquet. Marien et Fournier se regardent. Que fait-on? Que fait-on? Marien, donc, propose de continuer sur les taillis pour franchir la tranchée de Calonne, mais là, il y a un obstacle.
L'obstacle vient de la 4e compagnie et dite de la tranchée Nicolai, du nom de son lieutenant, qui commande l'ouverture du feu sur la gauche des Français. Et les Français n'ont qu'une seule issue, c'est de s'affaisser dans le fossé de limite pour éviter les tirs des assaillants allemands. Et là, une décision est prise. Le lieutenant Fournier, le plus ancien dans le grade, c'est lui qui intime la consigne à Marien de rejoindre par le côté droit la tranchée de Calonne, pendant que lui, il veut essayer de dégager le verrou allemand qui se trouve sur sa gauche. Donc nous allons progresser sur le fossé de limite, franchir ce fossé de limite, et là, Fournier va ordonner l'assaut contre la tranchée ennemie, justement pour essayer de dégager ce verrou et de protéger le repli du lieutenant Marien avec les restants de sa 22e compagnie. Alors nous sommes à proximité de la tranchée que vous avez face à vous. Le lieutenant Fournier, à peu près où je me trouve à cet endroit, donc commande un tir nourri pour partir à l'assaut de cette tranchée tenue par des éléments de la 4e compagnie commandée par le lieutenant Nicolai. D'abord, cette tranchée sera surnommée un peu plus tard la tranchée Nicolai. Et c'est là, dans cet assaut, finalement, que le lieutenant Fournier va tomber mortellement blessé de 3 balles au thorax. Après ces échanges de tirs violents et nourris, le lieutenant Nicolai, donc, après le cessez-le-feu de part et d'autre, va finalement découvrir les soldats français tués, blessés. Et là, il approche du lieutenant Fournier, qui gît au pied d'un arbre. Il le soulève, l'adosse à un arbre. Et le lieutenant Fournier, dans ses derniers moments de vie, a encore la force de lui dire qu'il faut prévenir sa cousine, Simone Perrier, qui était devenue sa maîtresse auparavant, mais pour ne pas dévoiler, disons, la vérité sur leurs amours, il dit que c'est sa cousine qui habite à Paris et qu'il faudra tout faire pour la prévenir. Le lieutenant Nicolai, en échange avec lui certifie que ce sera fait, et là, le lieutenant Fournier s'éteint pour toujours. Alors, lorsque Alain Fournier s'éteint pour l'éternité, il était environ 17h15. Alors ici se termine la première émission qui lui est consacrée. La prochaine sera destinée à l'énigme Alain Fournier, ses recherches notamment. Au revoir et à bientôt.